Le 20 avril 1939, Adolf Hitler célébra son 50e anniversaire. À ce moment-là, il était l'homme le plus influent d'Allemagne, le leader incontesté de la nation, qui avait jusque-là réussi à gagner le soutien et l'admiration de son peuple. Son demi-siècle de vie fut commémoré par une célébration grandiose. Le bâtiment fraîchement achevé de la chancellerie, conçu par le célèbre architecte Albert Speer, servit de décor à un événement majestueux en 1939 pour célébrer le 50e anniversaire d'Adolf Hitler. Dans le hall d'entrée, une longue file de personnes attendait son tour pour offrir personnellement leurs cadeaux au Führer, certains patientant jusqu'à 3 heures. L'un des présents les plus remarquables fut un pistolet automatique Walther PPK, calibre 7,65 mm, un modèle favori d'Hitler. Ce n'était pas une arme ordinaire, elle était plaquée or 24 carats, décorée de fines gravures faites à la main et équipée d'une crosse en ivoire incrustée d'or formant le monogramme AH. Bien qu'il ait été affirmé que le pistolet avait été assemblé par Karl Walter, ce détail reste assez douteux. Tout au long de sa vie, Hitler montra un grand intérêt pour les armes, non pas tant pour les utiliser que pour le pouvoir symbolique qu'elles représentaient. On sait qu'il portait toujours une Walther PPK de 7,65 mm cachée dans la poche de son pantalon et qu'il gardait une arme chargée à proximité, que ce soit dans sa chambre, son bureau ou même dans la salle de bain. La Walther en or fit sa première apparition en 1950, lorsqu'elle fut photographiée pour un catalogue d'articles destinés à être mis aux enchères. Cependant, après une enquête de la police du Kansas, l'arme fut retirée de la vente et disparut de nouveau. En 1966, le pistolet réapparut lors d'une vente aux enchères à Cleveland, où il fut rapidement acquis par Andrew Wright, qui le conserva pendant plus de 20 ans. Finalement, l'arme fut vendue à un collectionneur privé pour une somme record, devenant ainsi l'un des pistolets de guerre les plus chers jamais mis aux enchères. Aujourd'hui, sa valeur est estimée à plus de 4 millions de dollars. Les trésors cachés du Troisième Reich. Objet personnel d'Hitler, un globe terrestre de bureau qu'un soldat américain avait pris comme souvenir de la résidence d'Adolf Hitler en 1945, fut vendu aux enchères pour 115 000 $, selon une maison d'enchères de San Francisco. John Barsamian, un vétéran de 91 ans, expliqua qu'il avait pris le globe de la résidence du Berghof, situé à Obersalzberg, en Allemagne, alors qu'il servait dans l'armée américaine. Il décida de vendre l'objet cette année en raison de son âge avancé. Robert Pritikin, un ancien cadre publicitaire de 78 ans et ami de Barsamian, acheta le globe pour 100 000 $, avec une commission supplémentaire de 15% pour la maison d'enchères, portant le prix total à 115 000 $. Selon Matthew Davis, assistant de Pritikin, il s'agissait d'un objet historique lié à l'un des personnages les plus notoires de l'histoire. C'est quelque chose qu'Hitler a réellement utilisé et étudié, souligna Davis. Peter Allmeyer-Beck, expert en globe terrestre à la Société internationale Coronelli, commenta que le globe lui-même n'avait pas une grande valeur historique, mais que son association avec Hitler avait fait exploser son prix. Sans cette association, le prix aurait été beaucoup plus bas, nota Allmeyer-Beck. Avril 1945. Alors que les forces soviétiques bombardèrent Berlin avec une fureur implacable, démolissant la ville sous une pluie de fer et de feu, un Hitler débordé tentait d'organiser des armées inexistantes depuis un bunker souterrain, 8 mètres sous terre, protégé par un toit en béton de 4 mètres d'épaisseur. Récemment, un téléphone en bakélite rouge, utilisé par Hitler pour donner ses ordres, un modèle Siemens avec l'aigle et la croix gammée gravée à l'arrière, fut vendu aux enchères pour 229 000 € à un acheteur anonyme. Parallèlement, à Berlin, l'exposition Hitler et les Allemands, la première du genre depuis la fin du régime nazi, attira un tel nombre de visiteurs que les organisateurs furent obligés de la prolonger en raison de son succès. Il est indéniable que les objets de l'ère nazie suscitent un intérêt notable, même parmi ceux qui sont idéologiquement éloignés de cette période. Le commerce de souvenirs lié au nazisme est devenu de plus en plus populaire et accessible, avec des prix allant de simples boutons d'uniforme que l'on peut trouver pour 1 € en ligne, jusqu'à une Mercedes d'Hitler achetée par un millionnaire russe pour 6 millions de $. Le collectionneur le plus expérimenté d'objets nazis est un Britannique nommé Kevin Whitcroft, qui se vante d'avoir dormi dans le lit d'Hitler,
précisant toutefois que le matelas avait été remplacé. Cet homme d'affaires prospère du secteur de la construction commença sa collection avec un casque en acier que son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, avait ramené en souvenir. Aujourd'hui, la collection de Kevin Whitcroft occupe plusieurs entrepôts contenant de grandes pièces comme des chars d'assaut, plus de 50 bustes d'Hitler et même la porte, les carreaux et la grille de la cellule que le futur Führer occupa dans la prison de Landsberg après son putsch raté de Munich en 1923. C'est lors de cet emprisonnement qu'Hitler profita pour écrire Mein Kampf. Whitcroft se souvient. Je savais qu'ils allaient rénover le bâtiment de la prison où Hitler avait été détenu, et je n'ai pas hésité. Je suis allé à Munich, j'ai attendu que les ouvriers partent déjeuner dans une taverne voisine. Je leur ai payé quelques tournées de bière. J'ai répété cela quelques jours et, à la fin, je suis rentré chez moi avec la porte, la grille de la fenêtre et quelques carreaux du sol de la cellule d'Hitler. L'un des trophées hitlériens les plus remarquables de la collection Whitcroft est un porte-bouteille rouillé qu'il récupéra en 1989 dans les ruines du Berghof, la résidence alpine d'Hitler. Son action comportait un certain risque, car en Allemagne, à cette époque, toute possession de mémorabilia nazi était interdite et pouvait entraîner une condamnation. Un phénomène similaire arriva à plusieurs Espagnols, qui eurent des ennuis simplement pour avoir levé le bras pour héler un taxi. En fait, en 1953, le gouvernement bavarois fit dynamiter les ruines du Berghof pour éviter qu'elles ne deviennent un sanctuaire pour les néo-nazis. Le commerce des souvenirs nazis existe depuis longtemps. Il suffit de parcourir n'importe quel marché européen pour trouver des croix de fer ou des poignards SS vendus pour quelques euros seulement. La majorité de ces objets sont des répliques, ce qui explique leur faible coût et leur abondance. Cependant, ces dernières années, le marché des objets nazis a connu un essor, avec l'apparition d'articles semblant authentiques. Ce phénomène s'explique aisément. Les soldats alliés ramenaient souvent des trophées de guerre durant leur service. Beaucoup rentrèrent chez eux avec des sacs à dos remplis de ces souvenirs. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle plus tard, ces objets refont surface. Les petits-enfants des vétérans, ayant moins d'attachement sentimental à ces souvenirs, les mettant en vente aux enchères pour se débarrasser des vieilleries ou obtenir un peu d'argent. Il est intéressant d'observer la différence d'attitude entre les Russes et les Américains en tant que force d'occupation dans l'Allemagne vaincue. Alors que les Américains, issus d'un pays prospère et riche en biens de consommation, étaient attirés par les trophées cérémoniels et les objets de luxe produits en masse par les nazis, les Russes, pour la plupart des paysans analphabètes de villages pauvres, tendaient à piller des objets plus simples et quotidiens comme des montres, des chaussures, des appareils photos et des ustensiles de cuisine. L'image célèbre du sergent Melitón Cantaria, plantant le drapeau rouge au sommet des ruines du Reichstag, symbole du cœur du régime nazi pour les Russes, en témoigne. Dans la photographie originale, qui était mise en scène, on pouvait voir son compagnon portant une montre à chaque poignet, signe manifeste de pillage. Se rendant compte de cela, la photo fut retouchée pour ne montrer qu'une seule montre. Le drapeau historique de cette image est aujourd'hui exposé avec révérence dans une vitrine du musée central des Forces armées de Russie. Par ailleurs, l'appareil photo Leica, 3 utilisé par le photographe de guerre Yevgeny Kaldey pour capturer cette image, fut vendu aux enchères à Hong Kong en 2014. La résidence alpine d'Hitler devient une source notable de mémorabilia nazi, avec des objets d'un grand intérêt pour les collectionneurs. Parmi les souvenirs les plus curieux figurent une paire de culottes en soie d'Eva Braun, maîtresse et épouse d'Hitler, qui furent vendues aux enchères pour 3 300 €. Ces culottes lilas, avec un petit nœud à la taille et les initiales brodées d'Eva, faisaient partie d'un lot de souvenirs acquis par un soldat américain de la 101e division aéroportée qui occupa la résidence après la chute du régime nazi. Il est probable que beaucoup de ces objets aient été obtenus grâce à des échanges de nourriture avec la population locale appauvrie après l'abandon de la garnison SS et avant l'arrivée des forces américaines. Dans le même registre des sous-vêtements de figure du Troisième Reich, on trouve un caleçon en soie ayant appartenu à Hermann Göring, le puissant ministre de l'air et proche collaborateur d'Hitler. Avec une impressionnante taille de 114 cm de tour de taille, le caleçon suggère que Göring avait perdu du poids durant les derniers mois de la guerre. Cet article, comme d'autres de la collection,
fut acquis par le docteur John K. Latimer, un célèbre médecin qui profita de son rôle de médecin des dignitaires nazis pour réunir des trophées lors des procès de Nuremberg. La vente aux enchères, intitulée « Hitler et les dignitaires nazis, une vision du mal », fut organisée dans le but d'apaiser les organisations juives qui protestaient contre l'événement. Les caleçons de Göring atteignirent la somme de 3 000 € et furent achetés par un acheteur anonyme d'Argentine, qui enchérissait également sur d'autres objets, dont une veste d'Hitler vendue pour 275 000 €. Une autre pièce intéressante de cette collection fut un dispositif en cuir conçu pour dissimuler un petit pistolet dans le pantalon, apparemment appartenant à Hitler lui-même. Blondie, le chien fidèle du Führer. Hitler était un grand amateur d'animaux, en particulier des chiens, et il était connu pour son attitude affectueuse envers eux. Pendant le Troisième Reich, il eut plusieurs chiens, mais son préféré était un berger allemand nommé Blondie. Selon plusieurs de ses plus proches collaborateurs, le Führer aimait ce chien plus qu'Eva Braun elle-même. Au fil des années, on estime qu'il eut au moins 10 chiens différents, tous considérés comme une partie importante de sa vie personnelle. Pour comprendre quand Blondie et Hitler se sont rencontrés, il faut remonter à 1941. Cette année-là, Martin Bormann, fidèle collaborateur d'Hitler grâce à ses compétences en comptabilité et son rôle de directeur du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, lui fit un cadeau qui marquerait à jamais le leader nazi. Ce cadeau était une chienne de race berger allemand qui conquit immédiatement son affection. Sans hésitation, Hitler décida de l'appeler Blondie, un nom qui signifie approximativement « blondinette ». Dès le premier instant où Hitler vit son nouveau berger allemand, il établit un lien profond avec elle, ce qui n'était pas courant dans sa relation avec les animaux. En général, le dictateur avait des préférences quelque peu particulières en matière d'animaux. Il considérait les chevaux comme maladroits, n'aimait ni les bulldogs ni les boxeurs, et évitait de s'approcher d'animaux tels que les tortues, les poules ou les daims. Son aversion pour les chats était bien connue, et il préférait généralement les grands chiens, ce qui contrastait avec les petits chiens qu'il avait eus auparavant. Sa véritable fascination pour les bergers allemands commença en 1921, lorsqu'il en reçut un en cadeau. Selon divers documents de l'époque, Hitler vécut une vie relativement paisible dans les années suivantes de la guerre, accompagné de son chien Blondie. Malgré l'intense lutte sur le front de l'Est pendant l'opération Barbarossa et les combats de ses troupes en Afrique contre les Britanniques, le Führer trouvait toujours le temps de se détendre dans sa résidence du Berghof, dans les Alpes bavaroises, profitant du thé et passant du temps avec ses proches ou en jouant avec son chien. Sa maison, située sur une magnifique falaise, était un lieu de plaisir tant pour lui que pour Eva Braun, qu'il avait rencontrée en 1929. Pendant ces jours-là, Hitler partageait souvent de longs petits déjeuners avec Eva Braun, où l'on servait des mets tels que du pain, du thé, du cacao, du café, du jus d'orange, des biscuits et du beurre, un luxe en temps de guerre en raison de la rareté des denrées alimentaires. Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup aujourd'hui, c'était un festin exclusif pour les hauts fonctionnaires du régime nazi. Les repas étaient également des occasions spéciales, où ceux qui supportaient les critiques constantes du leader pouvaient savourer certaines des meilleures viandes disponibles dans la région. Hitler était connu pour son extrême méticulosité lors des repas. Il s'irritait pour la moindre erreur, comme une serviette mal placée ou un couvert en désordre. Son obsession pour la préparation des aliments était tout aussi remarquable, et il n'hésitait pas à causer des problèmes à ses invités si quelque chose ne respectait pas ses exigences strictes. Par exemple, il exigeait que la soupe soit servie extrêmement chaude, au point qu'une fois, la princesse héritière d'Italie, Marie-Josée, se brûla la langue en la goûtant. De plus, Hitler insistait pour que les invités terminent tout ce qu'ils avaient dans leur assiette, et les serviteurs ne pouvaient pas retirer les couverts tant que les assiettes n'étaient pas complètement vides. Cependant, ce comportement perfectionniste et cette attitude rigide s'estompaient lorsqu'il était en compagnie de ses deux êtres les plus chers, Eva Braun et son chien Blondie. Ceux qui connaissaient le leader nazi affirmaient qu'il éprouvait une profonde affection pour sa chienne, manifestant une tendresse et un dévouement qui surpassaient même ses relations humaines. Hitler passait de longs moments à jouer ou à se promener avec Blondie sur une piste d'obstacles qu'il avait lui-même aménagée pour elle.
Cette proximité avec son chien ne semblait cependant pas plaire à Eva Braun, qui, dans une tentative d'attirer son attention, ou peut-être par jalousie, acquit 2 chiens pour elle-même. Malgré l'intensification de l'offensive alliée et la proximité des forces soviétiques, la relation entre Hitler et sa fidèle chienne Blondie ne subit aucun changement. La seule différence était qu'au lieu de passer du temps avec elle au Berghof, sa résidence dans les Alpes bavaroises, le Führer se trouvait désormais retranché dans le bunker de la chancellerie, où il cherchait à se protéger des bombardements intensifs. Ce bunker, devenu célèbre lors de la bataille de Berlin, fut le dernier refuge d'Hitler. Malgré son isolement dans le bunker, craignant les attaques soviétiques, Hitler profitait des brèves accalmies dans les combats pour faire de petites promenades avec Blondie autour du bâtiment. Pour lui, ces moments représentaient une parenthèse de calme au milieu du chaos. Pendant ce temps, à l'extérieur de son refuge, les troupes allemandes se battaient férocement dans les rues pour tenter de stopper l'avancée des chars soviétiques vers le cœur de Berlin. Le 29 avril 1945, la situation à Berlin avait radicalement changé, passant d'une certaine euphorie à un désespoir total. Les forces soviétiques étaient aux portes du bunker d'Hitler et les troupes allemandes n'étaient plus suffisantes pour arrêter l'avancée des blindés T-34. L'infanterie soviétique progressait inexorablement dans les rues de la ville, utilisant sa supériorité numérique et son armement lourd, tels que les fusils Mosin-Nagant et les mitraillettes PPSH-41. La ville, dévastée par les bombardements, était sur le point de tomber. En contraste, à l'intérieur du bunker, la situation d'Hitler et de son cercle rapproché était désespérée. Le Führer avait décidé que son unique issue était le suicide pour éviter de tomber entre les mains des Soviétiques. Connaissant les atrocités commises par ses troupes sur le front de l'Est, il craignait que sa capture ne soit encore pire que la mort. Son plan initial était de mettre fin à ses jours avec une capsule de cyanure, mais le doute l'envahit. Hitler soupçonnait ses médecins d'avoir altéré les capsules, craignant qu'au lieu de le tuer, elle ne le plonge dans un coma temporaire, le laissant ainsi à la merci de ses ennemis. Méfiant, le leader nazi ordonna au chirurgien du bunker de tester le poison sur Blondie, sa chère chienne, avant de le prendre lui-même. Malgré son consentement, son doute persistait. En conséquence, le chirurgien fut remplacé par le professeur Hasse, qui administra le poison à Blondie, causant sa mort. Malgré l'affection qu'Hitler portait à son animal, ce sacrifice était nécessaire pour s'assurer de l'efficacité du poison. Après la mort de Blondie, Hitler ordonna à l'un de ses gardes d'abattre les chiots de la chienne. D'un tir précis, le garde mit fin à leur existence. Un jour plus tard, Hitler et Eva Braun se suicidèrent. Le destin de leur corps reste incertain, bien que la théorie la plus répandue affirme qu'ils furent incinérés dans un cratère causé par une bombe. Certains rapports indiquent que les cendres d'Hitler, d'Eva Braun, de Blondie et de ses chiots furent enterrés dans une fosse commune, mélangée par les SS pour dissimuler définitivement leurs restes. Berghof, le refuge du Führer et l'héritage sombre du Troisième Reich. En mai 1945, les forces alliées arrivèrent au bunker de la chancellerie à Berlin, où Adolf Hitler était supposé se trouver. Cependant, elles ne trouvèrent aucune trace de sa présence, ce qui déclencha une nouvelle recherche pour le capturer. La prochaine étape fut le Berghof, la résidence estivale de Hitler à Obersalzberg, en Bavière. Ce lieu, qui fut autrefois le refuge personnel du Führer, demeure aujourd'hui un sujet complexe. Obersalzberg est une petite localité située dans le sud-est de la Bavière, près de la frontière autrichienne, dans la région des Alpes bavaroises. Cet endroit acquit une certaine notoriété en raison de son rôle de refuge habituel pour plusieurs dignitaires du régime nazi, y compris Adolf Hitler, qui y fit construire sa deuxième résidence, le Berghof. En 1928, Hitler loua une maison dans la région, qu'il acheta plus tard grâce aux bénéfices tirés de son livre Mein Kampf. 5 ans plus tard, Martin Bormann, désireux de gagner les faveurs de Hitler, exploita son attachement à la région et se lança dans un projet ambitieux, construire un édifice d'études au sommet du mont Kelstein. Bormann, déterminé à tenir sa promesse, fixa comme date butoir le 20 avril 1939, jour de l'anniversaire de Hitler, pour l'achèvement du bâtiment. Ce qui semblait être une promesse quasi impossible à tenir devint bientôt un défi monumental. L'architecte principal, Roderich Fick,
dut surmonter plusieurs obstacles. Le premier étant la construction d'une route de 6 km traversant une paroi rocheuse presque verticale, dont certaines sections étaient extrêmement instables. Malgré les difficultés, le projet fut approuvé et les travaux commencèrent au printemps 1937. L'idée de terminer l'édifice dans le délai imparti paraissait irréalisable, mais la pression exercée par Bormann, son caractère inflexible et les journées de travail interminables de 24 heures, même sous des projecteurs, permirent d'achever la construction à temps. De nombreuses photographies et films montrent Hitler, sa compagne Eva Braun et d'autres membres du régime profitant de leur séjour dans cette résidence qui offrait une vue spectaculaire sur les Alpes. Le 25 avril 1944, soit 5 jours seulement avant sa mort, un raid aérien mené par les bombardiers britanniques du 617e escadron, connu sous le nom de Dambusters, détruisit le Berghof dans le but d'empêcher Hitler d'utiliser la propriété comme refuge. En réalité, Hitler n'occupait déjà plus la maison depuis l'été 1944. En 1951, ce qu'il restait de la propriété fut démoli. Aujourd'hui, les ruines qui subsistent de l'ancienne demeure sont un rappel glaçant des décisions prises en ces lieux, des décisions qui ont conduit à la mort de millions de personnes. Obersalzberg, aujourd'hui célèbre pour ses paysages magnifiques dans les Alpes bavaroises, reste marqué par son lien avec le passé sombre du Troisième Reich. Les ruines du Berghof servent de symbole des horreurs de cette époque, et il est essentiel qu'elles demeurent un rappel afin que l'histoire ne se répète pas. Le site fut rapidement envahi par la végétation, recouvrant l'ancienne résidence de Hitler. Ce n'est qu'en 1999 que les autorités allemandes décidèrent d'y construire un musée voisin afin de commémorer les atrocités du régime nazi et d'empêcher le lieu de devenir un sanctuaire pour les néo-nazis. Le Dokumentation Obersalzberg, comme il est officiellement nommé, a permis d'endiguer le culte de la personnalité de Hitler parmi les jeunes générations. Cependant, ces dernières années, les expéditions clandestines vers les ruines du Berghof se sont multipliées, non seulement de la part de néo-nazis allemands, mais aussi de visiteurs provenant de pays d'Europe de l'Est, comme la Hongrie et la République tchèque, où l'extrême droite gagne du terrain. En réponse à ce problème croissant, un projet d'agrandissement du musée a été proposé afin d'éradiquer la présence de groupes néo-nazis dans la région. Le coût de cette extension est estimé à 21 millions d'euros, bien que le sort final des ruines reste incertain. Certains proposent de laisser les ruines en l'état, tandis que d'autres suggèrent d'en faire une attraction touristique plus encadrée. Cependant, les travaux ont été retardés en raison de la découverte d'une bombe non explosée lors des fouilles. L'objectif était d'achever la rénovation d'ici 2020, afin que le site ne continue pas à servir de refuge à ceux qui tentent d'honorer l'idéologie nazie. C'est notre devoir de nous souvenir de ce qui s'est passé, affirme Matthias Irlinger, membre du musée. La Mercedes de Hitler, l'histoire cachée d'une icône nazie. En avril 1945, la Mercedes 770 CW 150, la voiture spécialement blindée utilisée par plusieurs dirigeants nazis, dont Adolf Hitler, était stationnée dans la localité alpine d'Obersalzberg, en Bavière, tandis que son propriétaire se trouvait dans son dernier refuge, le bunker de Berlin. Des unités de la SS transportèrent le véhicule sur une plateforme jusqu'à Laufen, près de Salzbourg, où des soldats de la 20e division blindée américaine le découvrirent après un bref affrontement avec les dernières résistances allemandes. Malgré des impacts de balles sur le blindage arrière, le tableau de bord et le pare-brise, ainsi qu'un moteur endommagé mais toujours fonctionnel, l'automobile devint rapidement un moyen de transport privilégié pour les hauts gradés américains. Repeinte en vert militaire et décorée d'étoiles blanches sur ses flancs, la Mercedes entama une nouvelle vie sous une fausse identité. Un ouvrier néerlandais l'avait incorrectement identifié comme appartenant à Hermann Göring. En août 1945, le véhicule traversa l'Atlantique pour participer à des campagnes de bons de guerre sur le sol américain, tout en conservant son attribution erronée. 11 ans plus tard, en octobre 1956, le collectionneur canadien H.G. O'Connell l'acquit pour 2 725 $ lors d'une vente aux enchères de surplus militaires. Curieusement, lors de cette même vente, un autre Mercedes de l'époque nazie fut également mis aux enchères, l'authentique voiture de Göring, surnommée Blue Goose, capturée elle aussi à Obersalzberg par la 101e division aéroportée.
Lors de sa restauration à Toronto, une erreur historique fut commise en ajoutant un phare central sur le pare-choc, un élément absent du design d'origine. En 1970, le véhicule trouva une demeure permanente au Musée canadien de la guerre à Ottawa, cédé en échange d'avantages fiscaux et exposé comme étant la voiture personnelle de Göring. La vérité n'émergea qu'au cours des années 1980, lorsque Ludwig Koscher, bibliothécaire d'origine allemande du musée, entreprit une enquête minutieuse. En retraçant le numéro de série dans les archives de Daimler-Benz, Koscher révéla la véritable provenance du véhicule. Il avait été livré directement à la chancellerie du Reich le 8 juillet 1940 pour l'usage exclusif de Hitler. Cette révélation, en 1982, permit non seulement de corriger des décennies d'attributions erronées, mais transforma également la perception de cet artefact, augmentant tant sa valeur historique que la controverse autour de son exposition. Pendant ce temps, la véritable voiture de Göring, la Blue Goose, poursuivait son propre chemin dans l'histoire. Les résidences secrètes de Heinrich Himmler, le refuge du Reichsführer. Dans les dernières étapes de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément le 4 mai 1945, un événement significatif eut lieu dans le sud de la Bavière. Le 7e régiment d'infanterie, faisant partie de la 3e division d'infanterie américaine dirigée par le major général Iron Micho Daniels, parvint à prendre le contrôle d'une localité stratégique dans les Alpes bavaroises. Cette opération se déroula à peine 48 heures après que ces mêmes troupes eurent découvert les atrocités commises dans le camp de concentration de Dachau. Désormais, leur mission consistait à capturer une ville qui avait servi de refuge à la haute hiérarchie nazie pendant des années. Alors que l'attention principale se portait sur la résidence la plus connue de Hitler, le Berghof, et sur sa célèbre forteresse de montagne, le Nid d'Aigle, diverses unités reçurent l'ordre d'inspecter plusieurs propriétés situées dans la région et ses environs. Ces inspections incluaient des installations militaires, des résidences officielles et la petite chancellerie du Reich, où les ministres travaillaient lors des séjours de Hitler dans la région. Une propriété particulièrement notable qui tomba sous le contrôle américain fut la résidence de Heinrich Himmler, Reichsführer des SS, située au chalet Schau, près du lac Kernig. Elle constituait l'une des 2 résidences de Himmler en Bavière qui furent capturées par les forces américaines dans les derniers jours du conflit. L'autre résidence, située aux abords de Munich, avait été la demeure familiale principale de Himmler jusqu'à sa séparation d'avec son épouse Margareta en 1940. Par la suite, en 1941, Himmler entama une relation avec Hedwig Potast, qui avait été sa secrétaire. Après la rupture de son mariage, une séparation domestique inhabituelle s'installa dans la vie de Himmler. Son épouse légitime et sa fille continuèrent à habiter la maison familiale de Thann au sud de Munich. Pendant ce temps, sa compagne extra-conjugale et les 2 enfants issus de cette relation trouvèrent refuge dans ce qui était connu sous le nom de chalet Schinko-Léon, situé dans la localité de Schau. Cette seconde résidence avait une fonction stratégique pour Himmler, servant de base d'opération lors de ses visites au Führer, lorsque celui-ci résidait dans son imposante résidence d'Alburg. Cette dernière était située à quelques kilomètres plus haut dans la montagne, au sein d'un complexe exclusif et hautement fortifié réservé à l'élite nazie. Un aspect révélateur des dynamiques de pouvoir au sein du régime nazi se manifestait à travers les manœuvres de Martin Bormann, qui en tant que secrétaire personnel de Hitler, orchestrait volontairement des obstacles pour limiter l'influence de Himmler. L'absence d'une résidence privée pour le Reichsführer à Aalborg, conséquence de ces intrigues, força finalement Himmler à acquérir le chalet de Schau. Avant cela, il avait été contraint de loger dans des résidences appartenant à d'autres dignitaires nazis, une situation qui posait des inconvénients considérables et compromettait potentiellement sa sécurité. Dans les derniers jours du conflit, Himmler se trouvait dans le nord de l'Allemagne, plus précisément au quartier général du grand amiral Karl Dönitz, désigné successeur de Hitler. Pendant ce temps, Potast avait fui Schneinland, cherchant refuge en Autriche avant l'avancée des forces américaines. Les premiers contingents américains arrivèrent avec une extrême précaution, pénétrant par l'entrée principale à bord de jeeps, anticipant d'éventuelles embuscades ou pièges explosifs. Après avoir forcé l'entrée, ils procédèrent méthodiquement à l'inspection des lieux, confirmant l'absence d'occupants mais découvrant un vaste inventaire d'effets personnels. Uniformes, décorations, armes
et divers objets d'un grand intérêt historique. Des spécialistes du renseignement effectuèrent ensuite une fouille approfondie à la recherche de documents précieux. Les effets personnels de Himmler furent rapidement emportés comme souvenirs par des soldats américains, réapparaissant occasionnellement lors de ventes aux enchères aux États-Unis au cours des 15 dernières années. Un exemple notable est une arme de chasse ayant prétendument appartenu à Hedwig Potast, offerte par Himmler lui-même et récemment mise aux enchères aux États-Unis. L'inspection des garages révéla une découverte exceptionnelle, une imposante Mercedes-Benz 770 Kappa, un modèle spécial réservé à l'élite nazie, qui avait été attribué à Himmler par la chancellerie du Reich à Berlin pour son usage exclusif lors de ses séjours à Berchtesgaden. Tant les forces américaines que les troupes françaises, dont la 2e division blindée fut la première à atteindre Hallburg, capturèrent plusieurs véhicules appartenant à Hitler, dont certains sont aujourd'hui conservés dans des collections publiques et privées internationales. Cette luxueuse automobile facilitait les déplacements de Himmler entre le chalet Schinko-Leon et le Behof, situé à 7 km plus haut dans la montagne, ou encore vers l'aéroport d'Heinring, où il embarquait à bord de son avion personnel, Focke-Wulf 200 Condor. Le véhicule faisait partie d'une série exclusive de 10 berlines 770K du modèle W150, fabriqué par Mercedes-Benz spécifiquement pour les dirigeants nazis et livré à la chancellerie du Reich en 1943. Contrairement aux voitures de parade, cette limousine était conçue pour garantir la sécurité lors des déplacements officiels. Elle possédait un toit rigide, contrairement aux véhicules de Hitler, et des protections équivalentes à celles des limousines du Führer. Il est important de rappeler que Reinhard Heydrich, le bras droit de Himmler, avait été mortellement blessé par une grenade alors qu'il circulait dans une limousine décapotable à Prague. Un incident qui conduisit au renforcement des protocoles de sécurité pour les hauts dignitaires nazis. Himmler, conscient de sa position en tant qu'un des hommes les plus puissants et les plus détestés d'Allemagne, considérait sa protection personnelle comme une priorité absolue. Le véhicule était doté d'un blindage capable de résister aux tirs d'armes légères, de vitres pare-balles d'une épaisseur exceptionnelle et d'un plancher renforcé conçu pour dévier les explosions de mines. Il disposait de phares montés à côté des portières avant et d'un système sophistiqué de verrouillage centralisé activable depuis l'intérieur, empêchant toute ouverture non autorisée en cas d'attentat. Pour les opérations hivernales, il était équipé de conduits spéciaux projetant de l'air chaud sur le pare-brise extérieur afin d'éviter la formation de buée. Son poids total atteignait 4,5 tonnes. Malgré son poids impressionnant, le véhicule était propulsé par un puissant moteur à 8 cylindres en ligne générant 230 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 140 km/h, soit 87 miles par heure. Toutefois, maintenir une telle vitesse exerçait une pression considérable sur les pneus, ce qui incitait généralement les conducteurs à rouler à une allure plus modérée d'environ 80 km/h, 50 miles par heure. Cette majestueuse limousine à 4 portes et 6 places portait officiellement une plaque d'immatriculation rattachée au régiment de police berlinois. Cependant, lors des déplacements de Himmler, son équipe de sécurité l'a remplacée par une plaque distinctive personnalisée portant l'inscription SS IN, éliminant toute ambiguïté sur l'identité du passager. Les déplacements de Himmler faisaient systématiquement l'objet d'un dispositif de sécurité élaboré, adapté aux conditions spécifiques de chaque trajet. Un ou plusieurs véhicules d'escorte, occupés par des gardes du corps et des agents de police lourdement armés, accompagnaient en permanence la limousine principale afin de garantir l'intégrité physique du Reichsführer. Le sort immédiat de cette Mercedes après sa capture le 4 mai 1945 reste incertain, notamment parce qu'elle ne fut pas expédiée aux États-Unis, contrairement à d'autres véhicules similaires. Une hypothèse plausible suggère qu'elle fut intégrée à la flotte de véhicules officiels de l'armée américaine et utilisée pour le transport d'officiers de haut rang, suivant une pratique courante avec de nombreux véhicules confisqués à la hiérarchie nazie. Aujourd'hui, cette remarquable Mercedes 770K est exposée au musée Auto und Technik de Sinsheim, en Allemagne, aux côtés de 2 imposants véhicules de cérémonie de Hitler. Elle représente à la fois un vestige fascinant du régime de Himmler et un exemplaire exceptionnellement rare du patrimoine automobile mondial. La fortune cachée de Hitler, l'empire secret du Führer,
Saviez-vous qu'Adolf Hitler possédait l'une des plus grandes fortunes d'Europe? L'histoire de l'accumulation de cette richesse constitue un chapitre souvent marginalisé dans les récits sur la Seconde Guerre mondiale, tout comme le destin final de ces immenses ressources. Le futur dictateur ne bénéficiait d'aucun privilège économique hérité. Il naquit dans un environnement familial de classe moyenne inférieure. Son père, fonctionnaire des douanes de l'Empire austro-hongrois, assurait à sa famille une stabilité financière modeste mais digne. Les économies accumulées par son père au cours de 3 décennies de service public constituèrent son héritage, mais furent dilapidées à Vienne alors que Hitler poursuivait des aspirations artistiques. Cette situation le plongea dans une précarité extrême, le forçant à vivre dans des foyers pour indigents et à subsister grâce à de petits travaux de construction ou à la vente d'aquarelles et de cartes postales aux touristes. Sa situation financière ne s'améliora guère durant son service militaire pendant la Première Guerre mondiale, où il ne percevait que le modeste salaire correspondant à son rang de caporal. Lorsque, en 1919, il entra en contact avec le Parti ouvrier allemand en tant qu'informateur du Reichswehr, il vivait toujours dans la pauvreté. Toutefois, après avoir rejoint officiellement le parti et émergé comme son principal orateur, Hitler commença progressivement à accroître à la fois son pouvoir d'achat et son statut social. En peu de temps, sa situation financière s'améliora notablement, comme en témoigne l'acquisition d'une élégante Mercedes et d'un modeste domicile à Munich. Le tournant décisif dans sa trajectoire économique se produisit avec la publication de son ouvrage Mein Kampf en 1925, après sa détention à la prison de Landsberg pour le putsch raté de la brasserie, une tentative révolutionnaire avortée à Munich. La précarité financière qu'il traversait, aggravée par la désorganisation du parti nazi après l'échec du coup d'État, le poussa à entreprendre ce projet littéraire qui mêlait autobiographie et doctrine politique. Il visait également à attirer de nouveaux adeptes pour son mouvement, qui aspirait désormais à conquérir le pouvoir par la voie électorale plutôt que par des méthodes violentes. Le déclin économique de l'Allemagne entre la fin des années 1920 et le début des années 1930 favorisa la diffusion massive de l'ouvrage, coïncidant avec l'essor du nazisme. La nomination de Hitler comme chancelier en janvier 1933 fit de Mein Kampf une quasi-publication d'État. Entre 1925 et 1933, les droits d'auteur générèrent à Hitler des revenus d'environ 1,2 million de Reichsmark, soit l'équivalent de 5,6 millions de dollars actuels. Parallèlement, il fit preuve d'une habileté remarquable pour éluder ses obligations fiscales, évitant le paiement des impôts sur la vente de 240 000 exemplaires durant cette période. Peu après son accession au pouvoir, l'administration fiscale lui réclama un solde de 405 500 Reichsmark, une somme équivalente à environ 1,6 million de dollars d'aujourd'hui. Résolu à esquiver ce paiement, des mécanismes furent rapidement mis en place depuis la chancellerie pour le déclarer exonéré d'impôts, une mesure officialisée en 1934. Les ventes de Mein Kampf continuèrent de prospérer, atteignant 5,2 millions d'exemplaires distribués dans 11 langues, dont l'anglais, au début de la Seconde Guerre mondiale en 1939. On estime qu'au cours du conflit, rien qu'en Allemagne, plus de 10 millions d'exemplaires furent écoulés ou offerts gratuitement, générant des revenus colossaux pour son auteur grâce aux droits d'auteur. Avec ces fonds, Hitler finança la construction de sa résidence bavaroise, le Berghof, et acquit une luxueuse demeure à Munich. De plus, Hitler bénéficiait d'une double rémunération gouvernementale. En tant que chancelier dès 1933, puis après la mort du président Paul von Hindenburg en 1934, en cumulant les revenus présidentiels sous le titre unique de Führer. Une part importante de sa fortune provenait de dons de sympathisants. L'industriel automobile américain Henry Ford figurait parmi ses premiers admirateurs et mécènes. Les magnats de l'armement et de la sidérurgie, Gustav Krupp et Fritz Thyssen, financèrent le parti nazi à hauteur de plus de 5 millions de Reichsmark pendant la guerre, soit environ 37,2 millions de dollars actuels, une partie de ces fonds profitant directement à Hitler. Ces donations, gérées par Martin Bormann, servirent à financer des infrastructures récréatives pour Hitler, notamment le Nid d'Aigle, situé au-dessus du Berghof. Des recherches historiques ont déterminé
qu'entre 1933 et 1945, Hitler accumula environ 700 millions de Reichsmark grâce à ses financements corporatifs, soit l'équivalent de 5,2 milliards de dollars d'aujourd'hui, le plaçant parmi les plus grandes fortunes de son époque. Par ailleurs, il percevait des redevances sur chaque timbre à son effigie vendue en Allemagne nazie, générant des millions de revenus supplémentaires qui étaient soit placés sur divers comptes bancaires, soit investis dans l'art et l'immobilier sous la supervision de Max Amann, un ancien camarade de guerre de Hitler. Le destin de cette immense fortune après la mort de Hitler. Le 30 avril 1945, avant de se suicider dans son bunker berlinois, Hitler dicta son testament à sa secrétaire Traudl Jung, des copies du document étant envoyées hors du bunker par des messagers militaires. Martin Bormann fut désigné exécuteur testamentaire. Sa collection artistique, principalement acquise illégalement lors des occupations allemandes, était destinée à un musée projeté à Linz, en Autriche, le musée du Führer, qui ne vit jamais le jour. Divers objets sentimentaux furent légués à des proches et au personnel domestique, y compris sa gouvernante. Quant à ses propriétés immobilières, la plupart avaient déjà été capturées par les Alliés, comme sa résidence munichoise, ou détruites par des bombardements, comme le Berghof. L'ensemble de son patrimoine économique et matériel fut légué au parti nazi ou, à défaut, à l'État allemand. Toutefois, la dissolution du Troisième Reich en 1945 et la division du pays en 4 zones d'occupation par les Britanniques, Américains, Français et Soviétiques, compliquèrent ce legs. Après la création de la République fédérale d'Allemagne en mai 1949, l'administration bavaroise assuma la gestion de ses actifs, Hitler ayant conservé sa résidence légale en Bavière au moment de sa mort, bien que son décès ait eu lieu à Berlin. Mein Kampf, un cas particulier. L'ouvrage continua de générer des revenus après la mort de son auteur, bénéficiant au gouvernement bavarois, détenteur des droits d'édition. Cependant, l'administration interdit systématiquement sa publication en Allemagne. Concernant les droits internationaux, après la déclaration de guerre de Hitler aux États-Unis en 1941, les autorités américaines confisquèrent les royalties grâce à la Trading with the Enemy Act. En 1945, ces fonds atteignaient 255 000 $, qui furent ensuite alloués à des organisations d'aide aux réfugiés de guerre. La même année, la maison d'édition Houghton Mifflin acquit les droits américains de Mein Kampf auprès du Bureau de la propriété étrangère des États-Unis pour 37 000 $. En 2 décennies de commercialisation, les bénéfices générés atteignirent 700 000 $, finalement reversés à des associations caritatives après des manifestations publiques. Au Royaume-Uni, la publication fut interdite entre 1945 et 1969. Après cette période, plusieurs éditeurs tentèrent de reverser les revenus à des organisations humanitaires, mais se heurtèrent à un rejet généralisé. Certains revenus internationaux furent transférés à la Bavière, qui les redistribua discrètement à des associations philanthropiques. En 2016, Mein Kampf tomba dans le domaine public, fut immédiatement réédité en Allemagne et retrouva son statut de best-seller. En 2017, la nouvelle édition avait dépassé 85 000 exemplaires vendus en Allemagne. Ainsi, la fortune de Hitler passa sous administration bavaroise et disparut en tant qu'entité financière indépendante. Aujourd'hui, il n'existe plus aucun fonds bancaire conséquent susceptible d'être réclamé par des héritiers potentiels du dictateur ou d'autres parties intéressées. Cette immense fortune s'est totalement évaporée dans les coffres de l'État. Les demeures perdues du Reich, le destin des résidences nazies. Le Führerbunker, le bunker souterrain où Adolf Hitler passa ses derniers jours, connut un destin marqué par la destruction, l'oubli et la crainte de devenir un lieu de culte néo-nazi. Construit dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale comme partie intégrante du complexe souterrain de la chancellerie du Reich à Berlin, ce bunker fut le théâtre de l'effondrement final du Troisième Reich. Après la chute de Berlin, le bunker fut pris par l'armée rouge. Les soviétiques inspectèrent la structure et menèrent une enquête sur les restes de Hitler, qui furent ensuite transportés à Moscou. Bien que le bunker soit resté partiellement intact, la zone fut bombardée et pillée. Pendant la guerre froide, lorsque Berlin fut divisé, l'emplacement du bunker passa sous le contrôle de la République démocratique allemande.
Craignant qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants du nazisme, le gouvernement communiste tenta de le détruire avec des explosifs en 1947. Cependant, ces épaisses parois résistèrent en grande partie. Dans les décennies suivantes, la zone fut urbanisée et dans les années 1980, la construction d'immeubles résidentiels dans Berlin-Est recouvrit une nouvelle fois les vestiges du bunker. Après la réunification allemande en 1990, le gouvernement décida de ne ni le reconstruire ni le préserver, mais de le sceller complètement. Aujourd'hui, l'endroit où se trouvait le Führerbunker est devenu un parking entouré d'immeubles d'habitation. Seule une plaque discrète, installée en 2006, indique que cet abri où le régime nazi trouva sa fin a existé, empêchant toute glorification du site et le laissant sombrer dans l'oubli de l'histoire moderne. Karinhall, la majestueuse résidence d'Hermann Göring-Karinhall, somptueuse demeure d'Hermann Göring, fut l'un des symboles les plus ostentatoires du pouvoir nazi. Située dans la forêt de Schorfheide, au nord de Berlin, cette imposante demeure fut construite en l'honneur de Karin, la première épouse de Göring. Elle devint à la fois un pavillon de chasse et un musée privé, où le Reichsmarschall accumula une vaste collection d'œuvres d'art pillées. Au fil des ans, Karinhall grandit jusqu'à devenir l'une des résidences les plus luxueuses du Troisième Reich, avec d'immenses jardins, des salons opulents et un bunker souterrain destiné à protéger ses précieuses possessions. Cependant, en 1945, alors que la défaite de l'Allemagne devenait inévitable et que l'armée rouge avançait vers Berlin, Göring prit la décision de détruire sa propre résidence afin d'éviter qu'elle ne tombe entre les mains des soviétiques. En avril de cette année-là, il ordonna à une unité de la Luftwaffe de placer des explosifs dans Karinhall et de la faire sauter avant de se replier vers la Bavière. La demeure fut réduite en ruine et sa précieuse collection d'art fut transportée dans divers caches, bien que de nombreuses pièces disparurent ou furent récupérées par les Alliés. Après la guerre, les restes de Karinhall furent pillés par des soldats soviétiques et des habitants locaux à la recherche d'objets de valeur. Dans les années 1950, le gouvernement de l'Allemagne de l'Est acheva le démantèlement des ruines, et au fil du temps, la nature reprit ses droits sur le site. Aujourd'hui, il ne subsiste que des fragments des fondations et quelques vestiges disséminés entre les arbres, sans aucun monument commémoratif rappelant son passé. La résidence Borgensee, le refuge oublié de la propagande nazie. Aux abords de Berlin, à environ 15 km au nord de la capitale allemande, subsiste un témoignage architectural peu connu du Troisième Reich. La villa Borgensee, située au bord d'un lac paisible près de Wandlitz, représente une curieuse anomalie historique, ayant survécu relativement intacte jusqu'à nos jours. Cette propriété fut un cadeau spécial offert à Joseph Goebbels pour son 39e anniversaire, commandé personnellement par Hitler. Les fonds pour sa construction, s'élevant à 2,3 millions de Reichsmark, provenaient de la mairie de Berlin et des studios de cinéma UEFA. Les travaux débutèrent en 1936 et s'achevèrent en 1939. La villa servit de résidence de villégiature pour Goebbels, son épouse Magda et leurs 6 enfants. S'étendant sur une superficie impressionnante de 17 hectares, le complexe comprenait non seulement la résidence principale de 70 pièces, mais aussi des bâtiments annexes, dont des logements pour le personnel de sécurité du Reich, RSD, et des garages, notamment pour la luxueuse Mercedes 540K du ministre de la Propagande. La villa remplissait plusieurs fonctions. C'était un refuge familial, mais aussi un centre névralgique pour des réunions politiques et des événements mondains du régime nazi. Hitler lui-même visita la propriété à plusieurs reprises. Passionné de cinéma, Goebbels y fit aménager une salle de projection privée, ainsi que de vastes salons pour des réceptions. Ce lieu fut également le théâtre de la vie personnelle tumultueuse de Goebbels, qui profitait de son influence sur l'industrie cinématographique allemande pour entretenir de nombreuses relations extra-conjugales. Parallèlement, il utilisait ce refuge pour rédiger certains de ses discours de propagande les plus célèbres qui façonnèrent la communication du régime nazi. Le destin incertain de Borgensee, un héritage historique problématique. Lorsque la menace aérienne sur Berlin s'intensifia durant la Seconde Guerre mondiale,
Des installations défensives souterraines furent construites à proximité de la résidence Borgensee afin de protéger la famille Goebbels et ses collaborateurs. Bien que les forces soviétiques aient tenté de démolir ces structures après la victoire alliée, de nombreux tunnels et passages souterrains ont survécu jusqu'à aujourd'hui. L'aspect le plus surprenant de cette propriété est la préservation de ses intérieurs. Contrairement à d'autres résidences de dignitaires nazis qui ont été complètement modifiées ou détruites, Borgensee conserve des éléments d'origine tels que des sanitaires et des luminaires d'époque. Cette conservation particulière est due à son emplacement sur le territoire de la République démocratique allemande, où les autorités communistes ont maintenu la structure pratiquement intacte, la transformant en centre éducatif et en établissement d'endoctrinement pour la jeunesse socialiste. Après la réunification allemande, le bâtiment trouva de nouvelles fonctions institutionnelles. Les forces de police berlinoises utilisèrent les installations pour des conférences et des formations, puis il servit de centre pour la jeunesse. Cependant, ces dernières années, la propriété a été laissée à l'abandon, souffrant de détérioration naturelle due à son exposition aux éléments ainsi qu'à quelques actes de vandalisme, bien que sa structure fondamentale demeure stable. Cette situation a suscité un dilemme quant à son avenir. Alors que certains proposent sa restauration en tant que site historique ou musée documentant les horreurs du nazisme, d'autres estiment qu'il devrait suivre le destin de la plupart des édifices associés au Troisième Reich, la démolition. Parmi les propositions existantes figure celle de transformer partiellement le complexe en espace muséal, bien qu'aucun consensus n'ait été atteint sur cette initiative. Pour ceux qui spéculent sur la valeur commerciale de cette propriété historique controversée, les estimations évaluent son prix à environ 20 millions de dollars, bien que sa vente soulève des questions éthiques et juridiques complexes quant à la gestion du patrimoine lié au régime nazi. Ce que Himmler portait sur lui en mai 1945, à la veille de l'effondrement du Troisième Reich, alors que le chaos régnait, les hauts responsables nazis commencèrent à organiser leur fuite. Parmi eux, Heinrich Himmler semble avoir pris des dispositions pour sécuriser ses biens les plus précieux avant son éventuelle évasion. Des documents historiques révèlent qu'en avril 1945, Himmler avait déposé 2 coffres dans la résidence du major Heinrich Springer, un officier de l'état-major de son dernier commandement militaire dans le secteur oriental. Selon le témoignage de l'épouse de Springer, ces coffres contenaient un véritable trésor. Le premier renfermait des pièces d'orfèvrerie en or, un collier de perles exceptionnel et plusieurs montres incrustées de diamants, tandis que le second était rempli de billets de banque de diverses nationalités. Un événement mystérieux se produisit entre le 12 et le 13 mai 1945, lorsqu'un individu non identifié, vraisemblablement envoyé par Himmler, vint récupérer les 2 coffres. À ce moment-là, Himmler avait déjà disparu de la région, entamant sa fuite. Le destin de ces précieuses possessions demeure inconnu. Ont-elles été transportées vers un refuge secret dans la région montagneuse du Harz, comme le suggéraient certaines rumeurs? Ou bien l'émissaire, profitant du chaos ambiant et sachant qu'Himmler avait quitté la zone, s'est-il approprié ces richesses? L'élément intrigant est que, lors de sa fuite, ni Himmler ni ses accompagnateurs ne semblaient transporter d'objets de grande valeur. En effet, la seule mention de ressources financières apparaît lorsqu'après avoir abandonné leur véhicule, le groupe offrit 500 Reichsmark à des pêcheurs locaux pour les aider à traverser une rivière. Encore plus révélateur, lorsque les forces britanniques capturèrent finalement Himmler et ses 14 compagnons, elles ne trouvèrent aucune preuve de trésor caché, ni métaux précieux, ni pierres précieuses, ni quantité importante d'argent liquide. De plus, dans leurs déclarations ultérieures, aucun des assistants de Himmler ne mentionna avoir été dépossédé d'objets de valeur par leur geôlier britannique. Cette absence de preuves constitue l'un des plus grands mystères financiers de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quel fut le véritable destin du trésor personnel de l'un des hommes les plus puissants et redoutés du régime nazi? Le plan secret de Himmler pour sa survie après la guerre. Dans les derniers jours du Troisième Reich, Heinrich Himmler semble avoir mis en place un plan complexe pour assurer sa survie après la guerre, s'appuyant sur un accès à d'importantes ressources financières. Les preuves suggèrent qu'il comptait récupérer ses biens précieux au cours de son voyage vers le sud de l'Allemagne, la région montagneuse du Harz, qui s'étend sur environ 2200 km² entre la Saxe et la Thuringe, avec des sommets dépassant 900 mètres,
représentaient un refuge stratégique idéal pour une cachette temporaire. Ce territoire boisé et accidenté offrait d'innombrables cachettes naturelles, mais son choix semble avoir été motivé par un autre facteur crucial, la proximité de Plauen, une ville saxonne qui abritait un secret de grande valeur. Un document découvert en 2015 dans les Archives nationales des États-Unis confirme qu'Himmler avait ordonné la création d'une chambre forte clandestine dans le bureau de poste de Plauen. Ce dépôt, établi sous ses instructions directes en avril 1944, contenait environ 900 kg d'or et diverses devises étrangères, prouvant qu'il avait anticipé un scénario de défaite et préparé un plan financier de secours. Plauen, gravement endommagé par les bombardements alliés, tomba sous contrôle américain le 16 avril 1945. En tant que chef suprême des SS, Himmler était sans aucun doute informé de cette situation, ainsi que du fait que Plauen devait être intégré à la zone d'occupation soviétique selon les accords interalliés. Ces plans de partage territorial avaient été découverts par les Allemands après la capture de cartes alliées lors de l'offensive des Ardennes à l'hiver 1944-45, suscitant l'inquiétude au sein de la hiérarchie nazie. Un détail crucial est que les forces américaines ne localisèrent ce trésor en or que le 26 avril, soit 11 jours après avoir pris la ville. Lorsque Himmler s'échappa vers les montagnes du Harz à la mi-mai 1945, il ignorait probablement le sort de son trésor, car les communications avec Plauen avaient été coupées après l'occupation américaine. Ce réseau de réserves financières révèle l'extrême minutie avec laquelle Himmler avait planifié sa survie et sa capacité à exercer une influence après la guerre, des projets qui furent finalement anéantis par sa capture et son suicide. Un plan d'évasion méthodiquement préparé. Les archives suggèrent que Himmler avait conçu un plan élaboré pour éviter d'être capturé après l'effondrement du Troisième Reich. Le dépôt d'or de Plauen ne représentait probablement qu'un élément d'un réseau plus vaste de ressources disséminées dans des caches stratégiques, dont la documentation complète pourrait encore reposer dans des archives non explorées. Les indices connus s'articulent de manière cohérente et indiquent une stratégie bien pensée. Les déclarations du lieutenant-colonel Grothmann révèlent que Himmler, accompagné d'un groupe d'environ 15 fidèles collaborateurs, projetait d'établir un refuge temporaire dans les montagnes du Harz. Ce repère leur aurait fourni un sanctuaire durant la période initiale de l'occupation alliée. Le plan semblait prévoir l'envoi d'un agent de confiance, vêtu en civil pour ne pas éveiller les soupçons, jusqu'à Plauen. Cette personne aurait alors pris contact avec les responsables nazis locaux chargés de surveiller le trésor afin d'organiser sa récupération partielle ou totale, puis de l'acheminer jusqu'à la cachette dans le Harz. Une fois équipés de fausses identités et d'apparences modifiées, Himmler et son groupe auraient poursuivi leur fuite vers les Alpes, dans le but final de traverser une frontière vers l'Italie ou la Suisse. Bien que cette reconstitution comporte des éléments spéculatifs, elle repose sur des preuves significatives. 1. Le témoignage détaillé du lieutenant-colonel Grothmann, qui décrit avec précision la phase initiale de l'opération. 2. La confirmation officielle du dépôt d'or à Plauen, destiné à servir de fonds de secours en cas de crise. 3. La position géographique stratégique du trésor, aligné sur un corridor d'évasion vers les Alpes, renforçant l'idée qu'il faisait partie d'un plan d'exfiltration de longue durée. Un mystère non résolu, la disparition du trésor de Himmler. Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, Heinrich Himmler tenta de fuir l'Allemagne, probablement avec l'intention de traverser les Alpes vers l'Italie ou la Suisse. Sa route vers le sud est restée un mystère, mais de nouvelles découvertes suggèrent qu'il prévoyait de récupérer un énorme stock d'or caché à Plauen avant de poursuivre sa fuite. En avril 1945, Himmler avait ordonné de dissimuler 900 kg d'or et des devises étrangères dans la chambre forte du bureau de poste de Plauen. Cependant, lorsque les troupes américaines capturèrent la ville le 16 avril, l'accès au trésor lui fut coupé. Ce n'est que le 26 avril qu'une unité spéciale de l'armée américaine, appelée Task Force Fisher, mit la main sur le trésor. L'or comprenait des dollars, des francs suisses, des florins néerlandais et des couronnes norvégiennes, pour une valeur actuelle estimée à 49,6 millions de dollars. Si la théorie de Grothmann est correcte, Himmler envisageait de se cacher dans les montagnes du Harz, tandis qu'un subordonné tenterait de récupérer une partie du trésor.
Ensuite, avec de fausses identités, son groupe aurait fui vers le port de Gênes, d'où de nombreux nazis embarquèrent vers l'Amérique du Sud ou la Syrie. Cependant, son plan échoua. Il fut capturé par les Britanniques et mourut dans des circonstances mystérieuses. Quant à Lord de Plauen, qui appartenait personnellement à Himmler, il disparut sans qu'il ait jamais pu l'utiliser, devenant l'un des nombreuses énigmes financières de la fin du Troisième Reich.